Patrice Cazot, on connaît ton nom parce que tu es un des instigateurs derrière la journée du 12 août. Le 12 août, j'achète un livre québécois. Bon, ça, tout le monde sait c'est quoi, ou presque. Mais sinon, Patrice Cazot, l'auteur, c'est qui exactement? Moi, je veux te découvrir. Parle-nous de toi. Ça va me faire plaisir parce que oui, dans ma vie civile, à part être un activiste du 12 août, j'achète un livre québécois, je suis aussi auteur. J'écris quoi? J'écris de la science-fiction, j'écris du historique, j'écris de l'humoristique et vois-tu, j'ai aussi écrit du western fantasy. Je pars de loin, mais tu vas finir par comprendre, tu vas voir où est-ce que je m'en vais avec ça. Ça fait 10 ans à peu près. Je suis invité à la fête d'un ami dans un bar, ça ne me tente pas d'y aller, il insiste, je finis par y aller. Puis c'est un bar avec un thème western. Il y a des barils de peanuts, puis il y a des décorations western. Il y a un taureau mécanique dans un coin de la salle. Puis là, le but de ça, c'est que tu vois sur le taureau mécanique, tu te fais éjecter de façon rigolote, tout le monde rit. Et il y avait trois jeunes qui étaient là. Moi, je leur donnais pas 18 ans. Je comprenais pas ce qui se faisait dans un bar. Puis eux, ils étaient là pour le taureau mécanique, puis ils étaient focusés là-dessus, laser sharp, ils le regardaient, puis c'était comme ils étaient là pour ça. Puis lorsqu'ils autres ils embarquaient dessus, c'était pas la rigolade. Il y avait la technique, là, puis c'était sérieux. Puis quand ils se faisaient éjecter, ils sortaient, puis je voyais qu'ils tenaient un conciliabule ensemble pour voir comment est-ce qu'ils réussiraient à bien performer sur la prochaine fois. Puis là, moi, j'arrive là-bas, ça me tente pas trop d'être là, mais là, je les vois dans le coin, puis là, je comprends pas qu'est-ce qu'ils font là. Puis là, ça fait pétiller mon imagination d'auteur. J'essaie de percer leur secret. Ils s'entraînent pour un tournoi, C'est un mode de vie, qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont 15 ans, ils sont dans un bar, puis ils veulent aller sur le tour mécanique. Alors, de retour chez moi le soir, je suis encore captif de ces gens-là, fait que je décris la scène, puis j'essaie de percer leur mystère. Puis, je laisse aller mon imagination, là, je leur imagine le regard de feu dans l'Ouest, puis j'en mets beaucoup. Hein. Et puis, à l'époque, moi et mon ami F. Patnaud, une auteure que j'admire, plein de livres super cool en ce moment. On caressait l'idée d'écrire un projet fantasy à 4 mains, à 2 auteurs. Puis, on cherchait un peu quoi faire. Puis, elle lit mon texte de blog, elle m'a dit « Ah, mon Dieu, Patrice, pourquoi est-ce qu'on ne mélangerait pas le western et le fantasy? » Et ça a été l'étincelle de départ. Elle a vu ça, puis elle voyait le potentiel. Puis là, ça fait exploser 1 million d'idées en même temps dans ma tête. Le projet à 2 auteurs, à 4 mains, finalement, il n'y a pas eu lieu. On a tous les deux, on était tous les deux sur deux trajectoires différentes à cette époque-là. Puis elle m'a dit « Ah, tu sais, cette idée-là, je te la laisse. Je vais te laisser la développer. Moi, je m'en vais dans une autre direction. » Fait que c'est resté là pendant quelques années. Là, je ne suis pas capable de prononcer ce mot-là. En jachère. Je l'ai eu. Good. En dormance, je vais dire ça comme ça. Ouais. J'aurais dû dire dormance dès le départ. Puis, une fois Averia terminée, je m'en allais où, qu'est-ce que j'allais affronter comme prochain gros morceau, le prochain gros pavé littéraire que j'allais livrer. Puis là, j'ai ressorti ça. Puis tout de suite, là, l'inspiration, le mélange du genre western avec le fantasy, il y avait tellement de potentiel. C'est comme ça que je me suis lancé dans cette aventure-là. C'est la conclusion de ma série Western Fantasy qui a commencé avec Coyote, Chenko, puis Isandel. Donc, dans la finale, on retrouve Isandel, qui est la vampire qui règne sur la frontière de l'Ouest. Et puis là, c'est la collision finale des différents groupes. On a les sorcières avec Anna Chenko qui elle a un peu tout perdu, ce qu'elle a bâti comme empire à la fin du 2e tome. Donc là, dans le 3e,
Elle est un peu déchue, puis là, j'y mets une nouvelle apprentie dans les pattes, puis là, ça la fait se questionner, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je lui enseigne? Est-ce que j'essaie de rebâtir sur les cendres de mon clan? Le sorcier, est-ce que je lui apprends à la dure tel que moi j'ai vécu, ou est-ce que je fais autre chose avec elle? Quelle direction j'emprunte? Et puis, donc, c'est vraiment la conclusion, là, c'est l'aboutissement final de la trajectoire de tous ces groupes de personnages-là qui se rencontrent dans une finale explosive. En 2021, j'ai eu l'air occupé. J'ai publié 3 romans, mes 11, 12 et 13e romans. Okay. Mais j'ai triché un peu. Là-dedans, il y a un peu de backlog qui n'a pas été publié à cause de la pandémie et les délais et tout ça. Donc, j'ai l'air du king de 2021 là, en publiant 3 romans dans les 7 premiers mois de l'année. Mais oui, mon roman le plus récent, c'est la finale de la trilogie. Donc, c'est Isandel, un western fantasy. Le premier roman que j'ai publié cette année, en mars à peu près, c'était Prodige, Laurence et la pierre du temps. C'est une fantasy urbaine jeunesse. C'est un collectif avec 2 autres auteurs, avec Magali Laurent, avec LP Sicard. Un livre fantasy jeunesse. 40 000 mots environ. J'ai bien aimé travailler ça. C'était ma première réelle incursion. Il y avait Blé qui était jeunesse, mais vraiment humoristique. Là, c'est du jeunesse plus fantastique. Donc ça, j'ai beaucoup aimé m'amuser avec ça. Et puis le deuxième roman, c'est un autre collectif. Ça fait partie de la collection Conquérante chez Corbeau. Mon livre, c'est Shang-Chi, Reine pirate. Donc, le but du collectif, c'était que Simon Rousseau, le directeur chez Corbeau, voulait publier des livres qui s'intéressaient à des personnages historiques féminins forts, souvent des chefs d'État ou des chefs militaires. Puis, donc, ils ont publié Catherine de Russie avec Catherine Girard, ils ont publié Boadicée avec François Guilbeault. Et puis, il y avait une auteure qui était attachée au projet, qui voulait écrire sur Shang-Chi, la reine pirate chinoise. Et puis, pour une raison X, l'auteur finalement n'a pas pu participer au projet. Et puis, c'est là que Simon Rousseau m'a approché, m'a dit « Ah, je sais que tu aurais de l'intérêt pour l'historique, tu étudies dans l'histoire à l'université. » Puis j'aurais une place, puis on avait Shang-Chi comme personnage. Si tu veux, tu pourrais reprendre ça ou aller ailleurs. Et moi, j'avais déjà étudié sur ce personnage-là, cette pirate chinoise du 18e siècle. Parce qu'à l'époque, je voulais faire un petit projet, je voulais m'inspirer d'elle pour mettre en scène une jeune pirate chinoise. Mais là, le projet était vraiment plus historique, donc vraiment se baser sur des faits réels pour mettre en scène son histoire. Alors, moi, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai pu aussi updater, mettre à jour ma recherche parce que dans le 6 ans de différence entre quand j'avais commencé et quand j'ai été approché pour le projet, mais il y a de nouvelles sources qui ont été beaucoup plus accessibles. Donc, ça a été le fun d'avoir plongé dans cette histoire-là. Donc, j'ai écrit un livre à saveur historique sur Shang-Chi, qui est une pirate. Quand on l'attrape au départ, c'est une jeune prostituée dans le port de Canton en Chine. Et puis, elle se fait capturer par des pirates. Et puis, on voit dans le fond son ascension, comment elle se hisse à la tête de la coalition de pirates qui sème le chaos dans les mers de Chine. Et puis, c'est réellement la pirate la plus prospère de l'histoire qui éclipse tous les autres pirates qu'on connaît. On connaît plus les pirates dans les Antilles, là. Barbe Noire ou peu importe, différents personnages historiques réels qui ont existé. Au sommet de sa carrière, elle comptait sur son commandement environ 80 000 pirates, une flotte de 1 000 à 10 000 bateaux. Ça dépend de ce que les sources considèrent comme un réel navire, là. Et puis, ça a été, je ne vendrai pas le punch. Vous pouvez lire l'histoire réelle, ce qui s'est passé, mais c'est la pirate qui a eu le plus de succès de tous les temps. Et on la connaît peu, on la connaît très peu en Occident. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire sur elle et à la faire découvrir aux lecteurs. J'ai commencé ma carrière d'auteur, en fait. C'est avec la série Averia, qui est une science-fiction, qui a été publiée en 6 tomes à l'origine, quand j'ai commencé à publier ça. Puis, ça a été réédité il y a quelques années. Ils ont rassemblé en 3 grands volumes. C'est les textes intégrales. Ils ont rassemblé 1 et 2 ensemble.
3 et 4, 5 et 6 pour publier trois bonnes grosses briques de science-fiction. Qu'est-ce qui t'avait donné l'envie de commencer comme ça avec de la science-fiction puis une série? Mm-hmm. Ben moi, Jonathan, j'ai tout le temps adoré lire quand j'étais jeune. Là. Je me souviens, j'habitais en campagne, puis depuis que j'étais tout petit, j'avais tout le temps des livres dans les mains. Mon frère, c'est un grand lecteur, mes parents m'encourageaient. Puis quand on a déménagé dans la grande ville, la grande métropole de Granby, où est-ce qu'il y avait la bibliothèque municipale, je suis viré fou. Hein. J'ai tout lu les rayons. Là. J'avais accès là, à 1 million de livres, des vieux classiques de science-fiction. Là. J'avais 11 ans, puis je me suis fait les dents là-dessus. Fait que c'est mon univers, ça. J'ai baigné là-dedans, la science-fiction. J'avais tout le temps trippé là-dessus. Puis, quand j'ai commencé à écrire, je voulais écrire de la science-fiction, mais pas de la hard sci-fi. J'en mange, j'adore ça, mais c'est pas ça que je voulais écrire. Je voulais utiliser la science-fiction comme une toile de fond sur laquelle j'allais mettre en scène des personnages, où est-ce qu'on s'intéresserait à leurs épreuves, à ce qu'elle a traversé comme difficulté. Mais côté écriture, dans la littérature de genre, moi, c'est Terry Pratchett, qui est un auteur britannique décédé il y a quelques années, qui est connu pour le Disque Monde. C'est à peu près une 40aine de romans. Ça, pour moi, c'est le maître incontesté. C'est le maître incontesté de l'écriture parce que c'est humoristique, c'est de la satire. Et puis, son univers, il pouvait toucher à tout avec cet univers-là, avec ce qu'il avait bâti. Puis, à travers ça, ce n'est pas que ça. Ce sont aussi les personnages, je reviens à ça. Comment c'est important pour moi, qui sont profondément humains avec leur travers. C'est dans le fantastique, mais c'est profondément humain avec leur travers, avec c'est de mettre en lumière toutes les différentes facettes de l'humanité. C'est ce qu'il faisait avec humour dans ses romans. Puis, il avait subi un malaise quelques années avant son décès. Il avait comme fait une espèce d'AVC. Il avait été diagnostiqué après coup avec une espèce d'Alzheimer précoce. Puis moi, ça m'avait fait de quoi? Ça m'avait dévasté. Pendant une couple d'années, les livres qu'il publiait encore, ça ne me paraissait pas, mais ça finissait. On finissait par voir un peu le ravage de la maladie sur lui. Il ne pouvait plus écrire physiquement. Il fallait qu'il dicte ça. Il y avait un assistant qui faisait la narration de ses romans. Puis son ultime roman, qui a sorti le dernier roman qu'il a eu le temps de compléter avant son décès, je l'ai acheté et je ne l'ai pas lu encore. Je me le garde en réserve parce que je me dis, quand je vais l'avoir terminé, il n'y en aura plus jamais d'autres. Ça va être terminé. Je ne pourrai plus jamais lire de nouveaux livres de Terry Pratchett. Donc, lui c'est l'auteur qui m'a marqué. J'étais tout jeune quand j'ai commencé à lire ça. Ça m'a accompagné là, pendant les 20 années qui ont suivi. C'est cet auteur-là que je nommerais comme influence. Tu as écrit beaucoup de romans. Est-ce que aussi tu pratiques la nouvelle ou pas du tout? C'est un exercice que je pratique peu, mais que j'ai fait et que j'ai refait récemment. En terminant justement mon Western Fantasy, c'est un gros univers. Je suis vraiment content parce que la trilogie que j'ai livrée, c'est vraiment collé à la vision que j'ai eue. Et des fois, on commence un projet, on commence un roman, puis la trajectoire se dévie un peu. Puis finalement, le résultat final est un peu éloigné, différent de ce qu'on avait envisagé au départ. Mais moi, je suis vraiment content. J'ai livré la vision que j'ai eue, que je voulais transmettre. Mais même à ça, en terminant ma série, il me reste un petit quelque chose de... Il y avait encore tant de potentiel, il y a encore plein de fils à explorer, de morceaux à aller exploiter dans cet univers-là. Donc, pour le plaisir, pour souligner la fin de ma série, j'ai rédigé deux courtes nouvelles basées sur cet univers-là. Donc, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, la nouvelle, mais foncièrement, je suis un auteur qui a besoin d'espace pour déployer mes ailes, si tu veux, pour mettre en place mes pions et récolter le fruit de ce que je vais avoir placé en amont. Donc, j'en faisais beaucoup avant, peu depuis que j'ai commencé à écrire sérieusement, et là, j'ai pris plaisir à me replonger dans la nouvelle récemment.
es polyvalent comme auteur. Alors qu'il y en a qui se cantonnent dans un genre ou deux maximum. Puis, mais toi, on dirait que ça te fait Mhm. pas peur, la variété, là. Non, ça ne me fait pas peur. J'aime ça, mais ça a ses avantages et ses inconvénients. Dans les inconvénients, là, moi, j'ai été surpris. Au lendemain d'Averia, au lendemain de ma série de science-fiction, qui a eu un bon succès, tu sais, je m'étais bâti un bon lectorat. Moi, dans ma tête, l'équation était vraiment facile de mes lecteurs d'Averia vont me suivre vers le Western Fantasy, et ça n'a pas été le cas du tout. Au départ, ça n'a pas été le cas. Là, ça se corrige un peu. Les gens osent aller vers le Western Fantasy, mais j'ai réalisé que les gens, s'ils aiment la science-fiction, ben, ils aiment la science-fiction. Puis c'est pas tout le monde qui va traverser, qui va suivre un auteur. Il y en a, là, il y en a beaucoup. Puis les lecteurs que j'ai aujourd'hui, je crois que j'ai conquis leur cœur, mais c'est pas automatique. C'est pas automatique. Donc, faut avoir ça en tête. Puis, en même temps que j'ai ça en tête, en même temps, je me dis, mais je veux continuer à explorer, je veux continuer à aller chercher de quoi de nouveau, à aller apporter, me nourrir d'un autre genre et y apporter quelque chose. J'ai eu plusieurs jeunes auteurs ou des gens qui débutent ou qui sont intéressés, qui me contactent, qui viennent me voir. Hein. Puis, une des choses que je remarque souvent, c'est que des gens, et je faisais la même erreur au départ, hein, c'est qu'on commence à écrire un peu sans filet, un peu sans plan. Puis, au bout de 5 pages, on commence à subir les contre-coups, à voir les difficultés, puis à se réaliser, wow, ça ne sera pas facile. Hein? Puis, les gens arrêtent. Là. Puis, ils se disent, ah, mais là, il faut que je trouve des trucs ou faut que j'aille chercher l'aide de quelqu'un. Puis moi, je leur dis, traverse cette difficulté-là, pousse à travers ça, écris, jette sur le papier ce que tu as. Puis c'est après ça que tu vas pouvoir apprendre. Un coup que tu as livré quelque chose, aussi imparfait que ça va donner comme résultat, c'est à partir de là que tu peux retravailler. C'est à partir de là que la magie va opérer. Un premier roman, je ne pense pas que tu peux l'écrire, le planifier, puis l'écrire, puis faire comme oh, wow, j'ai réussi. Premier roman, tu te plantes, puis tu apprends à le faire en le faisant. Après ça, on peut affiner des réflexes, on peut mieux te montrer comment planifier tes choses, comment faire les bons choix, comment travailler ton style. Mais ton premier roman, il faut que tu le subisses, il faut que tu l'écrives. Puis une fois que c'est lancé, que c'est sorti de toi, là, on peut te faire de quoi. Là, on peut t'apprendre à être un écrivain. C'est pas mal le conseil que je donne généralement aux gens qui veulent commencer à écrire. Génial. Puis toi, est-ce que tu es du genre à écrire avec des plans très précis au début ou plus des plans que tu te laisses des flous artistiques, là, de l'improvisation un peu au travers? Je suis réputé, Jonathan, pour faire des plans de dimension pharaonique, je te dirais. C'est la réputation que j'ai. Puis je nourris un peu ce personnage-là. Je fais des lives Facebook sur certains groupes, puis reliés au fantasy pour les lecteurs de fantastique et fantasy. Puis c'est la réputation que je traîne. Je nourris ce personnage-là, que je fais des plans monstrueux. C'est tout à fait vrai. J'en fais. Le côté personnage, c'est quand je dis que c'est la seule méthode, puis que les autres se trompent quand ils disent qu'il ne faut pas faire de plan. Dans la vraie vie, j'accepte tout à fait qu'il y ait d'autres méthodes que la mienne. Mais oui, c'est la méthode que j'ai développée avec le temps. Je réalise que c'est une méthode que j'ai développée. Je vais donner une ordre de grandeur. Là. Je pense que le plan d'Isandel, le 3e tome de mon Western Fantasy, faisait à peu près 70 pages avec à peu près 30 000 mots de planification. C'est ce que j'ai développé comme technique. Puis là, mes détracteurs, ceux qui ont tort, ils me disent ah, mais là, un plan, c'est tellement cartésien. Puis moi, dans le fond, l'écriture, c'est que je me laisse surprendre. Je ne pourrais pas vivre, je ne pourrais pas écrire sans me laisser surprendre. Moi, je me dis ben, qu'est-ce que tu penses que je fais quand je fais mon plan? C'est ce que je fais, c'est que je laisse aller ma créativité. Ce n'est pas un plan d'architecte avec des mesures, puis des outils. Je ne sais pas comment le représenter, là. Mais c'est là que justement j'ouvre les valves, là, j'ouvre les vannes, puis je me laisse guider, je joue avec les morceaux, je teste quelque chose jusqu'au bout, après ça, je le retravaille. Mais une fois que j'ai ça, une fois que j'ai mon plan, ben, je suis excité, puis j'ai hâte de l'écrire, là. Puis je sais où est-ce que je m'en vais, puis j'ai placé mes scènes, j'ai placé mes personnages pour récolter le plus d'impact possible, pour que ce soit le plus
plus payant, dans le fond. Puis j'ai tellement hâte d'écrire ces scènes-là. Puis ça fait que je me perds pas trop en route. Ça va arriver, tu sais, aussi. J'ai beau avoir un plan, je réalise que, waouh, finalement, ça, il faut que je l'ajuste, il faut que je réajuste tel morceau, il faut que je l'affine, telle chose qui va se passer plus tard, il faut que je place tel autre morceau avant. Mais grosso modo, mon Dieu, que c'est beaucoup plus facile d'écrire, puis en sachant la destination, je m'assure que le chemin pour s'y rendre soit le plus amusant possible pour le lecteur. J'invite tous nos lecteurs à découvrir les œuvres variées de Patrice Cazot. Alors, autant là, dans la science-fiction, dans la fantasy, dans le western fantasy, dans l'humoristique, Alouette.